on étudie, comme chaque lundi, les Nishmat Michel et Gérard Salanes. Et tu veux nous parler toujours de Collator, Yosef ou Ephraïm. On Voilà, demande bien en fait. détail. Ah, voilà. Ouais, j'en profite d'ailleurs, bon, c'est enregistré, mais c'est pas grave, mais on a fini un chapitre. Si jamais le Tzibour, qui est régulier, il préfère qu'on passe à autre chose comme Collator, parce qu'il trouve qu'on a étudié trop à tort et à travers, et donc il veut faire autre chose. Nbaya, c'est-à-dire on peut étudier autre chose, hein. Il y a tellement de choses à étudier que si au niveau du Vox Populis, si par hasard il y a, le mieux c'est que vous adressiez à Johan et que vous exprimiez si par hasard, parce que Johan m'avait proposé, il m'avait dit éventuellement on a fini le premier chapitre, on peut étudier autre chose. Moi j'ai aucun problème, mais la vérité c'est que je pense que si vous avez la patience non pas la patience, la persévérance de rester. Alors pourquoi pas? Parce qu'il y a d'autres choses. C'est-à-dire s'il y avait rien de nouveau dans les 6 chapitres suivants, alors bien entendu, sur le livre de Collator. Et comme je vous avais déjà dit, c'est-à-dire le premier chapitre est en effet un chapitre qui ouvre les horizons sur tous les thèmes essentiels du livre de Collator, donc du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire de cette dialectique entre les deux Mashiachim qui directement nous permet de mieux comprendre notre destin actuel, c'est-à-dire le sionisme. Et je vais parler du post-sionisme, mais le sionisme c'est Mashiach ben Yosef, et aussi cette deuxième période qui est Mashiach ben Yehuda, qui a déjà commencé d'après Manitou depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours. Donc aujourd'hui, on est en plein dans la tension entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda. Vous avez remarqué que d'ailleurs, jusqu'à la guerre des 6 jours, le Ben Gurion, Golda Meir, c'est-à-dire les partis de gauche, le Mapai était Cholet Bekipa. Il n'y avait pas de discussion sur le fait que si on appelle ça une certaine partie du Mashiach, de l'identité Mashiach Ben Yosef, c'est en tout cas la gauche classique israélienne, pas l'actuelle, mais je parle de celle des fondateurs du pays. Eh bien, jusqu'en 67, tout se passait, ils avaient tout. Puis tout d'un coup, il y a le balagan qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de cette tension entre Ata iti lishte machanot, comme disait Manitou, shte machanot, machane Rachel et machane Léa. C'est-à-dire, et donc tout ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça qu'on étudie tout ça, pour pouvoir approfondir et mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre destinée nationale de Ham Israël et dans le projet de Hakadosh Baruch Hu. Alors, on va tout de suite ouvrir le texte. C'est un nouveau texte, puisque j'ai fait un nouveau texte qui est celui du deuxième chapitre, première partie. Donc, ceux qui ont le texte de la première fois, il est plus utilisable. Et Bevadaï, je peux vous envoyer le texte si vous avez envie d'anticiper et de lire. Sauf que, oui, Nbaya. Sauf que le texte de base, qui est le texte que de la traduction, c'est pas celui que vous avez ici parce que je mets dedans et la traduction et tous les rajouts qu'on étudie en plus. Pas de commentaires tellement, mais surtout des rajouts. Alors, Leilou Nishmat Michel Vegeral Sanenes Zichronam Livracha, ולניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Et je rappelle que celui qui avait eu une initiative et qui a financé la traduction du Collator, c'est Moshe Maurice Raviv de Paris, donc on lui souhaite beaucoup de bracha et de hatzlacha. Donc, on est dans le deuxième chapitre, première partie, qui s'appelle Menachem. Oui, Est-ce oui, que je peux mettre une question générale parce que on a oui. beaucoup parlé de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David là, dans les parachutes qu'on fait en ce moment. Pourquoi finalement on a besoin d'un Mashiach ben Yosef, qu'on a besoin comme d'un Yosef qui part en Égypte? Pourquoi on a besoin d'un Mashiach ben Yosef avant d'un Mashiach ben David? Est-ce qu'on a besoin d'une galoute avant de retrouver en Eretz Israël? C'est la même notion? Non, non, non. Alors là, tu rentres et c'est Tov Mode que tu poses la question parce que comme
on a une interruption et puis qu'on commence un deuxième chapitre, ça peut être l'occasion justement de soulever des questions fondamentales et de répondre. Alors tout d'abord, je dois signaler une chose qui est très, très importante, c'est que Manitou, il a deux approches différentes quand on écoute les cours de Manitou. Et j'ai demandé à Chaim Rothenberg ce qu'il en pensait, je me souviens plus s'il m'a donné une réponse claire dessus. Il faudrait demander aussi aux autres élèves directs de Manitou. Mais est-ce que la première explication, c'était celle, je dirais, l'ancienne explication de Manitou et la deuxième, c'était la nouvelle ou non? Je sais pas. Mais je vais préciser les choses. Pour Manitou, dans énormément de cours que vous entendrez de Manitou dans ses parachiotes, je parle de Manitou lui-même, hein, quand il parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, il parlait souvent que Mashiach ben Yosef, c'était l'identité d'exil, et que Mashiach ben Yehuda, parlons pas de David mais de Yehuda, c'est l'identité de Géoula. Et il expliquait ça par le fait que Yosef, il rêve, en fin de compte, d'amener une Géoula par son rêve de blé et d'étoiles dans la nuit. C'est-à-dire que c'est un rêve de galoute, la nuit, et que la Géoula va venir par le fait que Israël va être le ferment, même matériel, de la grande civilisation du temps, dans tous les temps et tout. Maintenant, il répétait toujours que le projet de Yosef est voué à l'échec. C'est-à-dire, ça, il le répétait, mais malgré tout, il expliquait les choses de cette manière. Et quand il parlait de ça, souvent, il disait, Mashiach ben Yehuda, c'est le sioniste, c'est celui qui revient en Israël. Maintenant, ça, j'ai un problème personnel. Si Manitou est là, j'aurais pu lui poser des questions. Malheureusement, j'ai d'autres questions encore à lui demander, mais je crois qu'actuellement, je peux pas encore. Mais une des questions, c'est que c'est pas du tout l'enseignement de Rav Kook et du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que c'est une notion qui n'apparaît pas du tout. En tout cas, je l'ai pas vu dans le Gaon de Vilna, et c'est clair que le misped de Rav Kook, c'est pas du tout le même enseignement. Dans l'enseignement, alors je prends, dans l'enseignement du Rav Kook, dans le misped et de ce qu'on est en train d'étudier, oui, la division entre Yehuda et Yosef, c'est que Yosef, c'est la Géoula matérielle pour le Rav Kook, et la première Géoula qui vient par l'initiative humaine, d'après le Gaon de Vilna, mais ça va tout à fait ensemble. Hein. C'est-à-dire que le Rav Kook, c'est clair que ses sources d'inspiration, c'était le Kol HaTor. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, Rav Kook, il ne faut pas oublier qu'il a étudié à la Yeshiva de Volojine, et la Yeshiva de Volojine a été fondée par Rav Chaim de Volojine, qui est l'élève attitré du Gaon de Vilna. C'est-à-dire qu'il était à Volojine directement dans la tradition de l'enseignement du Kol HaTor. Et quand il est venu en Israël, il a rencontré les élèves du Kol HaTor, qui connaissaient, c'est-à-dire, et il a étudié avec eux là-bas, il a étudié avec eux ici. C'est clair et net que le Gaon de Vilna, que le Rav Kook était dans la tradition du Gaon de Vilna du Kol HaTor. Ça, il y a en safek badavar hazeh. Maintenant, pour les deux, celui qui est le plus sioniste, c'est Yosef. C'est-à-dire que Yosef est le sioniste et Yehuda est le religieux. Ça, vous vous souvenez. Maintenant, Manitou a aussi enseigné ça. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le premier livre qui est sorti, qui est juste ici derrière, Amisped la Mashiach. Le premier livre de Manitou qui est sorti, en hébreu, hein, je parle, Amisped la Mashiach, que vous connaissez sûrement. C'est l'explication, c'est les cours que Manitou a fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est les cours que Manitou il a fait sur c'est les cours que Manitou il a fait. Voilà, Yofi. J'ai une caméra bizarre qui fait, c'est un nouveau truc de zoom, que c'est la caméra elle-même qui change. Vous voyez, j'étais à droite parce qu'il m'a suivi, et donc je croyais que j'étais mis au banc. Alors il est revenu à sa place. Mais c'est-à-dire, donc je reviens. Dans le cours que Manitou il a fait sur le misped, il a complètement enseigné la chita de Rav Kook. Et dans la chita de Rav Kook, la gematria de Yosef, c'est la gematria de Sion. On va le voir, c'est juste marqué ici au début du texte. Et c'est clair que Yosef, c'est le retour en Israël, il est plus sioniste que Yehuda, qui est le religieux, qui n'est pas anti-sioniste quand il fera tchouva, mais qui n'est pas porté, a priori il risque d'être anti-sioniste parce qu'il est plus porté sur le côté spirituel, d'accord? Même dans la Kabbalah, Rachel Alma Deit Galia, Léa Alma Deit Kassia, c'est Rachel, c'est le monde révélé, donc c'est celui du Mashiach ben Yosef,
Et Léa Alma de Cassia, c'est le monde, au contraire, qui est de l'intériorité, qui est de la spiritualité et tout. Alors, c'est pour ça que, en fait, réponse à ta question, on est obligé de faire la part des choses. C'est-à-dire, si tu écoutes les enseignements qui mettent Yosef comme le Mashiach du projet de Galout, t'es pas dans le Kolator, et t'es pas dans Rav Kook, et t'es pas dans ce deuxième enseignement. C'est pour ça que j'ai demandé à Chaim Rothenberg si, à son avis, la première théorie de Manitou, c'était celle, je dirais, d'Orsay, avant qu'il ait rencontré Rav Tzyehuda, et la deuxième, c'est après qu'il ait découvert Rav Tzyehuda et le Rav Kook, donc dans lequel il a remis Yosef comme dans le Kolator, dans Tzion. Ragav que Manitou a aussi fait des cours sur Kolator, donc il a étudié Kolator et qu'il était complètement dedans. Maintenant, pour continuer à la réponse, si vous me permettez, hein, c'est pas une digression, c'est une mise au point des choses qui est extrêmement importante. Alors de nouveau, comme j'ai pas la possibilité de poser la question à Manitou et que ça fait des années que je me pose cette question, je vais vous donner ma réponse personnelle. Ma réponse personnelle, c'est que les deux identités de Yosef de Yehuda sont des identités du peuple juif en Galoute et sont des identités du peuple juif au retour en Israël. Maintenant, quand on est en Galoute, ils remplissent leur rôle, et quand on est en Israël, ils remplissent aussi leur rôle. Et de ce point de vue-là, si on fait ça, alors il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que il faut étudier qu'est-ce que ça veut dire l'identité Yosef et Yehuda quand on est en Galoute, et il faut étudier ce que c'est que l'identité Yosef et Yehuda quand on revient en Israël. Et là-dessus, il y a des points communs, et puis il y a des grandes différences, parce que la Torah de Géoula, elle est différente globalement, donc elle est différente pour Yosef, et elle est différente pour Yehuda de la Torah de Galout de Yosef ou de Yehuda. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, ça permet un petit peu de faire le shalom entre les deux. C'est ça que j'essaie de faire, de pas dire que chez Manitou il y a une contradiction parce qu'il n'y avait pas de contradiction, ou bien pour nous, mais qu'il y a deux manières de voir. Alors, quand on est des Hagav, que le Gaon de Vilna dit, il dit, ça on le verra dans les prakim suivants, que dans chaque génération il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben Yehuda. C'est-à-dire, par exemple, on a une très belle Gemara dans Maseret Sanhedrin où Rabbi Yehoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Navi et il lui a demandé où est-ce que se trouve le Mashiach, et il l'a envoyé aux portes de Rome, chez les lépreux. Il lui a expliqué comment est-ce qu'il bandait ces trucs, et bien à ce moment-là il lui a demandé Imatai Ka'atimar, quand est-ce que le Mashiach vient. Il lui a dit aujourd'hui, il s'est préparé, et il lui a répondu Imbekolot Ishmaou. Ça, tout ça, Imatai Ka'atimar, c'est un chant de Rabbah, ça c'est des textes fondamentaux, et dans lequel on voit très bien que Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'a pas dit mais qu'est-ce que tu fais aux portes de Rome, et pourquoi t'es pas venu, etc. C'est-à-dire que c'est clair que dans chaque génération, on a un Mashiach ben Yosef, on a un Mashiach ben David qui sont là en potentiel pour pouvoir se révéler en tant que Mashiach si le temps est arrivé. Et sinon, alors il passe au suivant. En tout cas, c'est comme ça que le Gaon de Vilna, il écrit les choses. Donc, on pourrait supposer qu'ils sont en salle d'attente et qu'ils attendent que le Mashiach arrive, qu'ils ont de son temps pour amener les Juifs, ou on peut supposer d'une autre manière, et c'est la manière plutôt Manitou, de dire que, vu que ces deux identités sont permanentes dans le peuple juif, et ça on le voit avec les parachiotes, c'est-à-dire que je vous rappelle quelque chose que j'avais dit qui est pas marqué dans les Sfarim, en tout cas moi je le dis mitzad atzmi, c'est qu'on a l'habitude de Malchut Yuda, Malchut Yosef, de 10 et 2, vous vous souvenez, c'est-à-dire il y a 10 Shvatim contre 2 Shvatim, c'est-à-dire. Mais en fait, le Maasé, ça peut fluctuer. Par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, on a aussi 10 et 2. Mais c'est qui est 10? 10, c'est le côté Yehuda, et 2, c'est que Yosef et Binyamin. Vayavo après Yosef, Asara, c'est marqué. Et d'ailleurs, par exemple, le Al-Tourim, il fait référence au Meraglim et tout. Donc il y a des archétypes où ça peut fluctuer. Mais en gros, il y a 6 et 6. Pourquoi? Parce qu'il y a Yosef Binyamin, et il y a les Bnei Hashfachot, c'est-à-dire qui sont d'un côté, puisque les Bnei Hashfachot ils vont toujours avec Yosef, et de l'autre côté il y a les 6 enfants de Léa, à part comment ça s'appelle nous, Dina, à part Dina, c'est les 6 garçons de Léa,
Et donc, il y a 6 et 6, et c'est comme ça, par exemple, que dans l'alliance de Agrizim et Arival, non, je crois pas qu'ils sont séparés comme ça, excusez-moi, mais disons que il y a en gros, au niveau identitaire, non, c'est au niveau des machanot autour du Mishkan, que on a 6 du nord et ouest du côté Yosef, et 6 sud et est du côté Yehuda. Je vous avais une fois montré cette séparation comme ça. Mais en tout cas, Bekitsour, il peut y avoir plus ou moins, mais fondamentalement, il y a même des sodotes que le Vav s'écrit Vav. Vous savez, un Vav, ça s'écrit Waouh, Nachon, Vav, Vav. Et dans la Kabbalah, on explique que les 12, c'est 6 et 6, comme ça et tout. Euh, donc, euh, donc, de ce point de vue-là, pour revenir, il y a deux identités fondamentales. Et le chidouche de Manitou, c'est qu'ils agissent aussi en Galout. Et Dafka, Manitou, il dit oui, que Yosef va agir en Galout du côté de sa force matérielle. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, il va pas changer. Et là, pour ça, Manitou ne va pas, il n'y a pas de contradiction entre, on pourrait dire, la description de l'identité de Yosef quand il est en Égypte, ou la description de l'identité de Yosef quand il va être le Mashiach qui va ramener en Eretz Israël. Il va toujours être celui qui s'occupe du début, du Mashiach d'Atralta, parce que on construit d'abord la Koma Gashmit, c'est-à-dire l'étage matériel, et ensuite dessus on met l'étage spirituel comme l'évolution humaine de chaque homme. C'est-à-dire, ça on l'avait vu, cette comparaison dans le Gaon de Vilna, quand il parle de la création de Adam Arishon, des 12 heures, etc. C'est-à-dire que cette évolution-là, de tout d'abord construire le Mashiach d'Atralta, c'est toujours celui qui s'occupe de la matérialité, c'est vrai aussi en dehors d'Eretz Israël. Par exemple, on va voir dans la paracha de cette semaine, Vet Yehuda Shalach Lefanav Goshna. Marc, j'imagine que tu te souviens de ce passouk-là. Ouais, c'est-à-dire que quand Yaakov envoie Yehuda, il l'envoie directement dans le ghetto de Goshen, contrairement à Yosef qui est dans le palais de Pharaon, pour faire un ghetto. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? La Sotlo, Talmud Torah, pour ouvrir une yeshiva, un mikveh, un bet knesset, une boucherie cachère, etc. C'est-à-dire que Yehuda est celui, même en galoute, de l'identité comme ça. C'est-à-dire, alors, de ce point de vue-là, il y a pas de différence. Là où il y a une différence, c'est que Manitou va expliquer que le rêve d'essayer de faire un processus messianique de galoute, c'est pas celui de Yehuda, c'est que celui de Yosef. Là, c'est un petit peu un chiur sur Parashat Shavua. C'est-à-dire, je l'avais expliqué, et puis j'imagine que les autres qui enseignent ces dernières années, et puis dans les cours de Manitou, vous le retrouverez. L'explication de Manitou, c'est que les frères de Yosef, c'est-à-dire Yehuda et ses frères, ont condamné Yosef à mort à cause de ça. C'est-à-dire que ils l'ont condamné à mort parce qu'ils ont considéré que c'était criminel de faire un projet messianique en Chutz La'aretz basé sur la matérialité ou la fertilisation de la civilisation du temps. Je traduis en Kabbalah, fertilisation de la civilisation du temps. Yosef et Yosod, la civilisation c'est Malchut, c'est de faire un yichud de Yosod de Yosef avec Malchut d'Égypte. Ça c'est pour ceux qui comprennent en Kabbalah, ce qu'on appelle fertiliser la civilisation du temps. Donc, ils ont considéré que c'était quelque chose d'absolument dangereux, c'est-à-dire criminel, qui mettait en danger le peuple juif, dans le danger des fins d'exil qui deviennent des catastrophes, parce que les débuts d'exil, Yosef a raison. C'est-à-dire, c'est la fin d'exil qui est une catastrophe, et puisqu'ils ont fait ce diagnostic, ils ont condamné Yosef à mort pour être, on pourrait dire, un faux Mashiach Sheker, d'une Géoula de Galout. C'est-à-dire d'une Géoula faite à l'intérieur de l'assimilation, qui amène et la persécution et l'assimilation. Les deux choses. C'est-à-dire que c'est les deux options qui mettent en danger le peuple juif, qui sont quand on essaye de fertiliser la civilisation pour amener une Géoula universelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pensée de Yosef, c'est toujours aussi l'aspect universel. Et ça, c'est vrai. Et donc, c'est là qu'on a l'équation Yosef Yehuda de Galout. Alors, pour la traduire plus, ça c'est Manitou qui disait, c'est-à-dire le Yehuda de Galout, c'est celui qui est dans son shtetl ou dans son quartier, le Pletzel ou à Golders Green, c'est-à-dire qu'il se maintient en ghetto et qui maintient les institutions
pour que le peuple juif reste avec sa Torah, c'est-à-dire, et qui ne cherche un minimum à se mélanger, à s'investir dans la civilisation qui nous accueille plus ou moins bien là où on est, et que, c'est-à-dire, c'est le juif du ghetto, et que Yosef, c'est celui qui, au contraire, va aller dans le palais. Alors, il parlait toujours du juif de Mitterrand, par exemple, vous vous souvenez, etc. C'est-à-dire que, et on en a parlé des Ragav l'année dernière dans le cours d'avant sur Manitou, c'est-à-dire que de ce juif qui va toujours être dans le palais du roi, ça peut être Don Yitzhak Abravanel aussi, c'est-à-dire qu'il va être dans le palais du roi pour fertiliser la civilisation, pour réussir justement ce projet messianique universel fait en dehors d'Israël. Alors, maintenant je continue, quand Yosef fera le diagnostic que c'est voué à l'échec, c'est-à-dire, et ça, c'est les 3 derniers versets de Bereshit. Pakod, Ifkod, Elohim etrem, va'alitem et atzmotai mizeitechem. C'est-à-dire que quand Yosef lui-même, c'est-à-dire Yehuda, pour lui c'était clair. C'est-à-dire Yehuda, la galoute, on est là pour s'enfermer, pour se protéger, pour se multiplier, c'est-à-dire transmettre de génération en génération le message authentique d'Israël, parler en yiddish, parler en ladino, et surtout pas se mélanger avec les goyim. Et Yosef, lui, quand il va faire le diagnostic, maintenant c'est le point important, quand il va faire le diagnostic que son projet a échoué, ou qu'il va échouer, parce qu'en fait, au moment où Yosef meurt, il n'a pas encore échoué, mais très vite, vous vous souvenez, comme El Echadash Asher Lo Yada et Yosef, c'est-à-dire qu'il y a un changement de dynastie qui va faire que ce projet de symbiose va être refusé par la civilisation étrangère elle-même, c'est-à-dire on va commencer la persécution et l'esclavage, c'est-à-dire, mais Yosef, il le voit, il comprend, et donc il lui dit Pakod Ifkod, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où, et alors maintenant le chidouche c'est quoi? C'est que Yosef ne va pas dire à Yehuda, vous aviez raison, et je deviens un Yehudi, il va dire qu'il va être lui-même, il va prendre sa force d'initiale, qui est la force de fertilisation dans la matérialité d'une Malchut Yehuda, d'une Malchut Israël qui va être celle de Yehuda, et donc ça va être ça la synthèse de Etz Yehuda et Etz Ephraim. C'est-à-dire que Yosef va rester le roi qui s'occupe de la matérialité, donc le premier à ramener la Géoula, et que il va préparer ce qu'on a vu dans la Kavana de Vechissé, David Abdecha, qui est dans la bracha de Yosef, qui est celle de Tishkon, V'lirushalayim Yirecham, c'est-à-dire il va devenir le kissé, c'est-à-dire le trône sur lequel, dans un yichud, parce que le trône n'est pas un chamor, c'est-à-dire c'est pas un idiot, c'est un kli, c'est-à-dire il va être le kli kashmi de Kabbalah de la dimension Yehuda en Israël. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est que celui qui va être le premier à descendre en Égypte, on peut dire c'est Yosef, c'est-à-dire, va être le premier à nous ramener et à faire le tikkun de cette descente en Galoute. C'est-à-dire que c'est Yosef et Bassof, au moment de la Géoula, c'est Yosef qui est le plus sioniste, mais il agit toujours dans cette catégorie de matérialité, mais Yosef Hatzadik, souvenez-vous. C'est-à-dire que tout le défi, le problème de Ben Gurion, c'est qu'il disait que pour être du projet de Yosef, il fallait enlever sa kippa. C'est-à-dire, on peut pas être un soldat et on peut être en même temps religieux. On peut pas être un chercheur à Weizmann et être religieux. On peut pas être un politicien, être religieux. On peut pas être médecin et être religieux. C'est-à-dire, on peut pas construire un hôpital en Israël et être religieux. C'est impossible. Et vous vous souvenez qu'on est tous nés dans une génération où tout le monde tenait ce discours. D'accord? Tu peux pas, si tu vas à l'université, eh ben, tu peux pas être religieux. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, depuis le Rambam, un médecin qui est religieux ou un dermato religieux, Hazve Shalom, s'occuper de la clipa en même temps que de la pneumo, c'est impossible, et etc., etc. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui était, et le chidouche, c'est Yosef Hatzadik. C'est, comme il va dire, venez vers moi, il va dire, Reush ani maoul. C'est-à-dire que j'ai la Brit Mila, j'irai pas renoncer à Gdushat Abrit, parce que je suis devenu le vice-roi d'Égypte. Vani medaber belashon hakodesh. J'ai pas renoncé au lashon hakodesh parce que je suis le vice-roi d'Égypte. Et kol sheken, quand on revient en Israël, que c'est ça la réussite du projet de Yosef et Yehuda. Voilà. Je crois que j'ai ma mâche, c'est comme ti et advarim. Est-ce qu'on pourrait, Menachem,
est-ce qu'on pourrait dire que Oui, comme il y a une double identité de Yaakov, Israël, que la double identité, ça serait Yosef, Moshe? Puisqu'on voit que finalement, il rentre vice-roi d'Égypte et c'est Moshe qui est aussi vice-roi d'Égypte qui va partir. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a cette double identité chez Yosef aussi? Que Moshe, finalement, c'est le Yosef l'Israël de Yaakov. alors Manitou, il va pas forcément dans ce que tu voulais dire, mais il va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire dans ce qui dérange beaucoup de gens. D'abord, on l'a vu, c'est que quand le Gaon de Vilna, dans la fin du chapitre d'avant, il a fait la liste de ceux qui étaient Shoresh Nishmat Mashiach ben Yosef, il a cité Moshe, c'est-à-dire il a dit que Moshe, jusqu'à un certain moment où il est monté à un niveau supérieur qui est un Yichud de Yosef et Yehuda, c'est-à-dire ce qu'il appelle Ziaraïla, on le verra dans les chapitres d'après, Bezrat Hashem du Gaon de Vilna. Mais au début, quand Yosef va être Echav, quand il frappe l'Égyptien, quand il sort les enfants d'Égypte, il est Mashiach ben Yosef. Ouais, alors c'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire qu'il n'est pas les deux ensemble, il n'est pas Ben David, il est Ben Yosef. Et c'est ça que Manitou dit toujours et qui énerve beaucoup de gens, de comparer Herzl avec Moshe Rabbeinu. Vous connaissez ce thème qu'il était dans le palais du roi et qu'il était éduqué comme un Égyptien, 40 ans, et c'est de là qu'il va sortir, de même qu'Herzl est sorti de Vienne et tout ça, et il fait plein de comparaisons. Alors ça, c'est des choses, il y a des gens que ça énerve, l'enseignement de Manitou là-dessus, parce qu'ils ont l'impression qu'on rabaisse Moshe Rabbeinu quand on veut le comparer avec Herzl Chas Shalom pour eux, quoi. Alors bon, Manitou connaît les limites de cette comparaison, mais là, si tu veux, là, c'est exactement ce que tu disais dans cette lecture. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va être le Mashiach ben Yosef qui va faire le tikkun de ce qu'a fait Yosef. C'est-à-dire que Yosef a descendu les enfants en Égypte pour réussir ce projet avec le roi d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, quand le constat de l'échec total va être, c'est Hachem va prendre Moshe Rabbeinu pour faire tout le travail inverse. Et tant qu'il va être uniquement dans le travail inverse, il est que Mashiach ben Yosef. Après, il va rajouter une deuxième comma, et c'est ce qui fait que c'est Moshe Rabbeinu. Ouais, et c'est la raison pour laquelle, quand Moshe Rabbeinu il sort d'Égypte, ouais, la seule chose qu'il prend avec lui, vous savez ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Les ossements de Yosef. Voilà. C'est-à-dire que, et vous savez que c'est un problème parce que Moshe Rabbeinu, il est dans le Machane Levia, c'est ce qu'on appelle le Harabaït aujourd'hui, c'est-à-dire, et que c'est un problème de prendre des ossements. Alors, pourquoi tu peux pas le donner à n'importe qui se promène avec lui? Non, non. C'est-à-dire que la Hatzmut de Yosef, il faut absolument que ce soit Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui, de même que Moshe, qui minamaïm Meshitiou, c'est celui qui va sortir Israël de l'eau d'Égypte, alors il va aussi sortir les ossements de Yosef qui étaient dans le Nil. Enfin, il va les sortir pour les remonter en Israël. C'est-à-dire, du coup, on a fait beaucoup de parachutes à Shavua. Est-ce que j'ai répondu à ta question, du coup, Marc? Oui, très bien. Très, très bien. Merci. La question était meilleure que la réponse dans la mesure où tu m'as permis non, sérieusement, de faire une sorte de synthèse et on ne pense pas toujours à remettre le pendule à l'heure parce qu'après avoir fini tout ce qu'on a fini, c'est bien d'avoir fait ça pendant une demi-heure, d'avoir consacré à Toda Rabba Lechatisque le mitzvot. Alors, du coup, on peut commencer les 156 notions. On va voir pourquoi c'est 156 en ivrite. Je vais le mettre quand même en ivrite. C'est, excusez-moi. Voilà. Kouf, Nun, Azut. Kouf, Azut. Excusez-moi, je vais y arriver. Non. Kouf, Nun. On va voir pourquoi. C'est une gématria. Les 156 notions. Alors, commençons depuis le début. Tu verras Tzion, la cité de nos réunions de fête. Tes yeux contempleront Jérusalem, résidence paisible, de contempler la splendeur de l'Éternel, de fréquenter son sanctuaire. Et je me souviens plus, c'est un passage de Télim connu. Enseignement de Ephraim, mon premier-né, la hauteur de sa tâche. Bon, pourquoi il a ouvert avec trois psukim? Je les ai laissés comme ça. Je n'ai pas tellement essayé de comprendre, mais voilà. Voici le contenu de ce chapitre. C'est une grande mitzvah et une importance
importante obligation incombe à chaque homme d'Israël, à tous ceux qui s'occupent du rassemblement des exilés et a fortiori à quiconque porte une quelconque responsabilité dans l'administration des affaires publiques en Terre Sainte et plus encore pour ceux qui concernent l'établissement en Eretz Israël. D'accord? Cette importance, tente obligation d'étudier, de connaître et de bien comprendre en profondeur et complètement toutes les 156 caractéristiques et qualités du Messie du commencement de la Géoula, le Mashiach ben Yosef, car c'est par lui que se produira le rassemblement des exilés par toutes les actions du commencement de la rédemption qui vient par un éveil d'en bas. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna dans cette première partie du 12e chapitre? Il a rassemblé 156 fondements qui sont très spirituels. C'est pas des choses opératives, genre il faut construire des trains, des hôpitaux, des routes, etc. Pas du tout. C'est que des notions spirituelles. Mais il a compté 156. On va tout de suite voir pourquoi. C'est une gematria. Il aurait pu en mettre plus, moins. Il a décidé de mettre ses 156. Mais pour lui, c'est les 156 fondements que chaque personne, comme nous qui vivons ça, et à plus forte raison, les gens qui sont responsables, donc en fait, il faut l'enseigner à Bibi, et à Smotrich, et à Ben Gvir, et à tout le monde, et surtout aussi à la Yoetzet Mishpatit, c'est-à-dire, je sais pas si elle va vouloir apprendre, mais en tout cas, enseigner les fondements de la Géoula. Alors, voici les 156 caractéristiques du Mashiach ben Yosef, dans lesquelles sont incluses toutes les appellations et vertus du commencement de la Géoula. C'est-à-dire que c'est les Shemot et les Midot. C'est-à-dire que c'est pas de nouveau, comme j'ai dit, c'est pas opérationnel spécialement, c'est aller un petit peu plus profondément dans la carte d'identité. Tu as un signe dans le fait que le nombre 156 égale à Yosef et à Tzion. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a choisi 156, parce que 156, c'est la gematria, la valeur numérique, et de Yosef et de Tzion, car comme vous savez, Tzion, être sioniste, c'est être élève de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire du Mashiach ben Yosef. Les deux se trouvant dans la sphira de Yosod, ça on a déjà vu beaucoup. C'est-à-dire, c'est-à-dire Tzion, et Yosef, c'est Yosod. Maintenant, vous me direz, si Tzion c'est Yosod, alors c'est quoi Malchut? Malchut, c'est Yerushalayim. Tzion Yerushalayim, on l'avait vu. Tzion, c'est par rapport à Yosef, et Yerushalayim, c'est par rapport à Yehuda. On l'avait déjà vu, donc pas de question. Et de même, selon le Midrash, Tanchuma, fin de la parashat Vaigash, donc c'est notre parashat à Shavua, tout ce qui est arrivé à Yosef est arrivé à Tzion. Ces 156 caractéristiques s'organisent selon l'ordre alphabétique hébraïque. Ça, c'est le traducteur qui l'a rajouté, parce que en français, ça se voit pas. Et en hébreu, ça se voit. Donc, Ephraim Bechori, c'est le premier avec Aleph, et il les a mis par ordre alphabétique. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer et le texte, non, la vérité, le texte en hébreu du collator, vous pouvez le trouver dans Safaria, mais ça fait rien. Si vous voulez, je vous l'envoie. Je l'ai descendu de là-bas. Si quelqu'un veut l'avoir sur l'ordinateur. Et en français, je peux aussi vous envoyer pour vous voir. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est justement, c'est cette notion que Yosef, c'est Tzion. C'est-à-dire, au contraire, disons, c'est en réaction avec ce que ta question marque tout à l'heure. C'est-à-dire, pour lui, c'est clair, et puisqu'il a aussi une source dans le Tanhuma qui dit que Kol Mashera le Yosef era le Tzion, c'est-à-dire qu'il y a une identification d'identité entre la personnalité de Yosef et l'histoire de Tzion. Alors, on va commencer avec la première, et on va faire que la première. Et même si on avait 1 heure, c'est pas sûr qu'on aurait eu le temps de terminer la première, mais comme je l'ai dit, on va pas tous les faire. Pourquoi? Parce que par ordre alphabétique, il y en a qui sont plus intéressantes, moins intéressantes, plus riches, moins riches. On va pas étudier les 156. En plus, c'est pas un texte qui est fluide. C'est chaque fois une petite idée. Donc, je préfère prendre quelques-uns sur les 156. Je sais pas encore combien, mais sans doute pas plus qu'une vingtaine, qui sont, à mon sens, des développements qui sont pas, qu'on n'a pas étudiés ni dans le premier chapitre, ni dans les chapitres suivants. Donc, ils sont importants. Mais les autres, comme il y a répétition, en fait, entre ces 156 notions, est-ce qu'on a étudié, est-ce qu'on va étudier dans les chapitres suivants? Donc, en fait, dans ce chapitre-là, on va pas l'étudier en entier, contrairement au Bezrat Hashem, si vous décidez qu'on continue le deuxième partie du deuxième chapitre et les chapitres 3, 4, 5, 6, 7, qui sont tout le Sefer lui-même. Alors, le premier, c'est Ephraim Bechori. Donc, c'est
c'est un verset dans Jérémie, chapitre 31, verset 8. Il y a un vav dessus, mais dans l'édition en hébreu, il commence Ephraim, ça il a enlevé le vav pour que ce soit dans l'ordre alphabétique le premier. Et on dit que Ephraim est mon Bechor. Alors, a priori, Ephraim est mon Bechor, c'est complètement la paracha de la semaine prochaine, parce que c'est par rapport à qui qu'il est Bechor, Ephraim? Par Yosef. Ah, par rapport à Oui, Naché. par rapport à Ménaché. C'est-à-dire, il est Bechor de Yosef, et avec une inversion de la Bechora. Vous vous souvenez? Puisque Ménaché était le premier-né, et qu'il était destitué de sa Bechora. Ça, c'est le Pshat. Mais dans le développement du Gaon de Vilna, on va voir que c'est pas de ça qu'il voulait parler. Nous, on va en parler dans notre cours. Mais lui, ce qu'il voulait dire, Bechor, dans le sens qu'il est le Mashiach d'Atlanta. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que cette idée, c'est que quand on a deux identités de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, oui, alors le premier qui va démarrer, c'est ben Yosef, et c'est pour ça que Ephraim Bechoriou. C'était ça l'intention, c'est comme ça qu'il va lire le verset de Yirmiyahu. Et on va voir d'ailleurs que c'est le pshat, on va étudier un petit peu le chapitre. Alors, il cite 3 versets ou 4 versets qui sont tous, on va voir, tous dans le chapitre 31. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir que dans le chapitre 31, c'est un chapitre complètement, en tout cas la première partie, complètement centrée sur les idées de Mashiach ben Yosef. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, on va d'abord étudier le Gaon de Vilna et ensuite on va étudier ce chapitre en entier. C'est-à-dire à la fin, on lira le chapitre 31 de Yirmiyahu parce qu'il est complètement, en fait, la première partie, c'est ça qu'on va étudier, c'est complètement Mashiach ben Yosef. Il faut juste savoir le lire comme il faut pour l'identifier. Alors, ça c'est le verset 8. Ensuite, on est dans le verset 5. Ki yesh yom kar'u notzrim be'ar Ephraim, kumu ve'na'ale Tzion el Adonai Elohim. Alors, notzrim, c'est bien entendu surtout pas chas v'shalom des notzrim, ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui des catholiques ou des chrétiens, mais notzrim, on peut dire sentinelle. Oui, notzer, ouais, chesel alafim, notzer, c'est celui qui garde, ouais. Donc, c'est une des explications. Dans les commentaires, il y en a d'autres, mais la traduction de sentinelle, pourquoi pas, c'est très bien. La traduction, donc, en français, officiel. Donc, Kaou notrim behar Ephraim, kumu vena aletzion, el Adonai. Donc, vous voyez qu'ici, on a Tzion, on a Ephraim. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le titre, c'est que dans l'identité Yosef, on a aussi Ephraim. Parce que dans la prophétie, de manière générale, et dans les Midrashim, souvent quand on parle du Mashiach ben Yosef, on l'appelle Mashiach ben Ephraim. Ou quand on parle de l'identité Yosef, on l'appelle Ephraim. Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui qu'on développe, c'est que il a un deuxième nom qui est, à part Yosef, qui est Ephraim. Je parle au niveau identitaire. Hein. C'est-à-dire, c'est clair que Yosef et Ephraim, c'est 2 personnes différentes, mais je parle au niveau de l'identité. Et ici, dans tout le chapitre, c'est-à-dire, Yirmiyahu parle de Ephraim, et après il va parler de Yehuda. Donc c'est clair que c'est toujours Ephraim et Yehuda, d'ailleurs même dans la prophétie de Yecheskel, qui est connue avec les 2 bâtons, Etz Ephraim et Etz Yehuda. Après il y a aussi Etz Yosef, mais il y a aussi Etz Yosef et Etz Ephraim. C'est-à-dire Ephraim, c'est toujours aussi Yosef, plus que Ménaché d'ailleurs, et on va voir pourquoi. Mais c'est-à-dire donc, Yom Karu Notzrim Bar Ephraim, Kumu Vena Letion El Adonai Elohim. Shamo Hashamati, donc il cite un 3e verset, c'est toujours dans le même chapitre, vous voyez, 4 versets dans le même chapitre. Shamo Hashamati, Ephraim Mitnodet. Donc j'ai traduit moi aussi, parce qu'il avait traduit autrement. On peut enlever ça. C'est-à-dire, c'est qui Mitnodet, c'est où qu'il se. Bon, c'est aussi, c'est-à-dire. Et ensuite, le verset qui est le plus connu, j'ai oublié de demander à Johan de nous mettre le chant, mais Aben Yakir li Ephraim imielet shashuim, kimide dabribo zachor eskerenu od, alken amu me'ailo rachem arachamenu neum Adonai. Il est très connu d'abord parce qu'il y a plusieurs chansons connues sur ce verset-là, et aussi parce que on le lit dans les Zichronot de Rosh Hashanah. Et pour les Ashkenazim, on chante Zachar Tila Chaben Yakir li, pour ceux qui connaissent, c'est de Moissac.
et donc de la chorale de Moissac. Donc, c'est, disons, un verset qui est très connu, à Ben Yakir Ephraim, qui fait partie de ce chapitre, et où on voit que Akadosh Baruch Hu aime beaucoup Ephraim. C'est-à-dire, il a des ga'agouïm. C'est-à-dire, c'est oui, mes entrailles sont émues en sa faveur. Chaque fois qu'il en parle, je me souviens de lui, etc. Alors, on continue dans le Gaon, on reviendra sur les versets, il va les expliquer. Donc, tous ces versets évoquent les caractéristiques fondamentales du Mashiach ben Yosef. Vous voyez que pour le Gaon de Vilna ou l'Omid Balbel, Ephraim, Yosef au niveau identitaire, c'est la même chose, sont écrits dans un même, seul et même chapitre. Donc, c'est un chapitre où on a une concentration spéciale, c'est-à-dire de l'identification du Mashiach ben Yosef dans le Tanakh. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important de le faire, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas tellement étudié le Tanakh. Comment est-ce que le Tanakh parle de Mashiach ben Yosef? Donc, comme ici, on a une concentration très forte, on verra d'ailleurs d'autres psukim tout de suite qui parlent de Mashiach ben Yosef. Donc, il nous dit, c'est là que on va avoir beaucoup d'idées fondamentales. Ephraim est mon premier-né, c'est le premier verset qu'on a vu, Ephraim Bechori, parce qu'il est le premier Mashiach, c'est-à-dire par lequel se fait le rassemblement des exilés, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Vous comprenez? C'est de nouveau, ça c'est des chidushim. Si le Gaon de Vilna nous l'avait pas dit, on n'aurait pas du tout compris. On aurait dit Bechor, c'est ou celui qui est né le premier, c'est-à-dire mais après on ne sait pas ce qu'il fait, ou bien c'est celui qui était béni comme premier, et c'est le cas de Ephraim qui est béni par Yosef lui-même directement. On est dans les parachiotes de maintenant, c'est la semaine prochaine, dans Vaïchi. Qu'est-ce que tu dis, Yitzhak? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il a été béni par Yaakov, pas par Yosef. Oui, pardon, Todaraba. Je pensais à Yaakov et je te remercie. Ouais, il a été béni par Yaakov directement. Merci beaucoup pour la correction, et il lui a donné, Yaakov lui donne la Bechora entre les deux frères. Et alors donc, si on lit Ephraim Bechori, on va tout de suite le comprendre comme ça et on va pas voir ce que le prophète a tellement de choses à nous dire. Alors que quand on le lit comme le Gaon de Vilna le lit, alors c'est un chidouche extraordinaire. C'est-à-dire de dire que la bénédiction de Yaakov qui donne à Ephraim, et je me suis trompé parce que j'ai mis le texte, on va voir qu'en fait, c'est la bénédiction que Yaakov donne à Yosef de mettre la Bechora à Ephraim. C'est pas du tout la même chose. Il bénit pas Ephraim. Il bénit Yosef en mettant les mains comme ça, en croisant, en faisant le chassé-croisé, et en bénissant, et en faisant la révolution de décider que Ephraim va être le Bechor. C'est-à-dire, donc il y a une prise de position qui pour nous est messianique. C'est-à-dire que messianique dans le sens où ce que Yaakov est en train de dire, si je mets Ephraim comme Bechor, c'est pour vous annoncer que le premier Mashiach va être Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben Ephraim. Vous voyez, donc c'est totalement différent. Alors ça, c'est l'explication du premier Pasuk, Ephraim Bechoriata. Deragav, qui est-ce qui parle à ce moment-là? C'est pas Yirmiyahu, c'est pas Yaakov, et c'est pas Yosef, et c'est pas Ephraim, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est que Akadosh Baruch Hu dit Ephraim Bechori, alors que dans tout ce chapitre, il va parler que de Ephraim et de Yehuda. Donc il parle absolument des 10 tribus de Malchut Israël ou de l'identité de Yosef. Et comme c'est un chapitre messianique des temps futurs, donc il parle en fait clairement de l'identité messianique de Mashiach ben Yosef. C'est ça qui est important à dire, c'est-à-dire que dans la prophétie, dès que les prophètes, c'est-à-dire que Dieu va leur dire, fait des prophéties pour le temps messianique qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le temps futur, quand il va parler dans cette prophétie de Ephraim et de Yehuda, c'est clair qu'il parle de ces deux identités qui sont Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Parce que n'oubliez pas que Mashiach, c'est pas une personne, c'est pas un messie. C'est un mouvement, vous vous souvenez. Et que chaque personne qui participe, c'est qu'il a une étincelle de Mashiach ben Yosef. On a tous une étincelle de Mashiach ben Yosef, Baruch Hashem. J'espère qu'on a aussi une étincelle de Mashiach ben Yehuda. À ce moment-là, on est au top du top. Mais le fait même qu'on est tous des gens qui avons décroché de France, en général, c'est-à-dire il y en a de Belgique, excuse-moi Ali, ah, je sais pas si tu as encore décroché, mais c'est-à-dire que tu es en Israël ou non, ou tu es encore en Belgique, Ali? Non, en Israël. Ouais, tu es en Israël, Ashrecha, Baruch Hashem.
mais du fait qu'on a tous décroché, qu'on est venu, qu'on a construit ici, etc., c'est qu'on a on a une étincelle de Kibbutz Aluyot, de Binyan Eretz Israël, de tout ça. Donc tout ça, c'est Mashiach ben Yosef. Donc ça, c'est le premier chidouche qui est important. Bechori, Ephraim Bechori, c'est qu'il nous annonce que c'est le Mashiach d'Atralta, le premier. Ce qu'on dit dans Mishe Berach, Reshit Smichat Geulatenu. Vous vous souvenez? Mishe Berach Varech et Medinat Israël, Reshit Smichat Geulatenu. On ne dit pas que tout est parfait, on ne dit pas que tout le monde est religieux, on ne dit pas que tout est très très bien, on dit juste que le processus, il a commencé, et ce processus, la Atrala, c'est Mashiach ben Yosef, Beni Bechori. On continue. La montagne d'Ephraim. Vous voyez, je remonte pas en haut, parce que, ou si vous voulez, on va remonter. C'est le deuxième pasouk. Yesh yom karu notzrim behar Ephraim, kumu vena'ale Tzion el Adonai Eloheinu. Donc, il va expliquer la tribu de Bechori, il a expliqué. Maintenant, il va expliquer la tribu de Behar. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, quand on parle d'Ephraim, on parle de Behar? La montagne d'Ephraim, parce qu'il fait monter Israël à Tzion, comme il est dit, écriront sur la montagne d'Ephraim debout, montons à Tzion vers l'éternel de notre Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire que Behar Ephraim, c'est Mashiach ben Yosef Sornout. Le premier, c'est Mashiach démarrage, sioniste, parce qu'ils ont démarré le processus, et le deuxième, c'est parce qu'on s'occupe de ramener tous les Juifs en Eretz Israël. On s'occupe de la Aliyah. Alors, revenons au Passouk, pour le lire en hébreu, vous voyez que c'est une lecture. Yesh Yom Ki Yesh Yom, Karu Notzrim Be'ar Ephraim, c'est-à-dire Notzrim, c'est les sentinelles qui s'occupent Be'ar Ephraim, Mou Vena'ale Tzion El Adonai Elohim. Bien entendu, ça s'appelle A, parce que sur une montagne, il faut monter. C'est-à-dire donc, puisqu'il appelle Ephraim, c'est qu'il s'occupe de Kumu Vena'ale Tzion El Hashem Elokeinu. Bien entendu, du coup, personne ne peut dire que le processus de Aliyah, juste seulement de monter pour s'installer à Dizengoff, à Tel Aviv. Ouais. Les gens ils disent bon Aliyah, c'est pour ça que tu es venu. Et en fait non, c'est parce que et je crois qu'il faut le dire en Dvar Torah. Toi, tu crois que tu es venu en Israël juste pour monter, pour te faire une petite parnasse en Israël? Non, tu es monté parce que Kumu Vena'ale Tzion El Hashem Elokeinu. C'est-à-dire que il y a toujours dans le sionisme de Na'ale Tzion, il y a Kadosh Baruch Hu derrière que même si on ne sait pas, on est en train de monter vers Hashem Elokeinu. Voilà. Le troisième passouk, c'est Ephraim Mitnodned. Vous avez Mitnoded, vous voyez? C'est Shamoa Shamati Ephraim Mitnoded. Alors ça veut dire quoi? Alors il va nous expliquer. Ephraim se balance. Alors lui, il a traduit comme ça, le traducteur. Ouais, mais c'est pas moi. Moi j'ai corrigé. Car le Messie, fils de Yosef, n'a pas de repos. Il oscille du nord au sud et du sud au nord. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit Ephraim Mitnoded, c'est quelque chose qui est déjà la Kabbalah. C'est-à-dire parce que ça veut dire quoi? Qu'Ephraim il se balance. C'est-à-dire Mitnoded d'ailleurs, Nedida, c'est une oscillation. En hébreu moderne aussi. C'est-à-dire c'est qu'il est en train d'osciller. Alors, c'est quoi cette oscillation? Alors, on va le voir dans les remarques en bas, parce que le commentateur, je l'ai traduit, il est traduit en français. Non, c'est pas moi. On l'a traduit en français les remarques. Et il va expliquer, c'est de la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il oscille du nord au sud? C'est-à-dire qu'en fait, dans la géographie d'Israël, vous avez l'axe nord-sud et vous avez l'axe est-ouest. Et tout le monde sait qu'il a des consonances de Kabbalah. Par exemple, quand on secoue le lulav, vous vous souvenez, lulav aussi les mitnodet, et on sait que ce que représente l'est, le sud, l'ouest, en haut, en bas, derrière, la brioute, c'est-à-dire tout ça, c'est les 7 sphirotes en gros, depuis Chesed jusqu'à Malchut. C'est-à-dire Malchut, c'est le point central, et les 6 sphirotes, c'est les six directions cardinales, puisqu'en haut, en bas, est-ouest, nord-sud. C'est-à-dire donc tout ça, c'est la Kabbalah, on va voir. Mais en tout cas, c'est ça, Ephraim Mitnoded. C'est-à-dire il a une vocation dans la Géoula qui a une difficulté qui est celle du problème de Tzfon Tel Aviv et Drom Tel Aviv, où le nord d'Israël et le sud d'Israël. Vous avez d'ailleurs remarqué que le nord d'Israël, j'avais dit ça déjà une fois, de manière générale, c'est les Ashkenazes Chilonim, et que le sud d'Israël, c'est les Sfarad Datim. Je ne parle pas d'Elat, mais d'Imona, Netivot, etc. Tout le sud d'Israël, c'est très Sfarad. C'est à cause du Baba Salé d'ailleurs. C'est très Sfarad et très Dati maintenant.
actuellement. Au début, c'était moins parce qu'ils avaient un peu coupé les péotes aux Sfaradim. Mais Baruch Hashem, ils sont en train de repousser, et très fort d'ailleurs. Les Sfaradim, ils sont en train tous de faire tchouva et tout. Donc la plupart, en gros, c'est-à-dire la population Sfarad en Israël aujourd'hui, elle est ou religieuse ou traditionnaliste, très fortement traditionnaliste. Et c'est un peu nord et sud du pays. Voilà. Donc il y a un balancement, c'est un peu normal, car le Mashiach Ben Yosef n'a pas de repos. N'a pas de repos parce qu'il a un problème, cette oscillation dialectique, Besséder. Il est aussi du nord au sud et du sud au nord. Parce que quand il est dans le nord, il sent qu'il faut aller dans le sud. Et quand c'est, d'ailleurs, Zemanienne, que cette guerre-là, c'était une guerre du nord et du sud en même temps. C'est-à-dire le Liban, Mamash, je ne parle pas qu'il y a aussi au milieu, mais de manière offensive qu'ils nous ont attaqués, c'était le nord au sud en même temps. Donc il y a une vraie oscillation. D'ailleurs, les Yichidot, Kraviot, ils n'ont pas arrêté de faire des Nudot, ils passaient au Liban, ils redescendaient à Gaza, ils repassaient comme ça. Alors c'est à ce sujet qu'il est écrit Uritzafon ou Boïteman. Ça vous connaissez, c'est dans Shirachiril, c'est-à-dire Uritzafon ou Boïteman. Et les initiales, alors je les ai mis en plus grand, Aïn, Tzadik, Vav, Tav, de ces mots, de Uritzafon ou Boïteman, pour le mot Aitzot. Oui, Aitzot, vous voyez dans l'ordre, le tiercé dans l'ordre, dans la valeur numérique, 166, est égale à celle de Mashiach Ben Yosef. Alors de nouveau, vous êtes sûrement pas convaincu de la démarche guimatriatique du Gaon de Vilna toujours. Vous n'êtes pas obligé, même si ça sort bien là, ça a l'air d'être un petit peu tiré par les cheveux. Mais Bezrat Hashem, je vous ai promis, si on continue le laisser faire, je suis en train de faire la publicité pour continuer là. Mais il y a tout un grand morceau de chapitre où il va expliquer en quoi, en temps de Géoula, la guématria c'est important. Vous voyez pas de rapport entre les deux, mais vous verrez que c'est hyper important. Bezrat Hashem, on étudiera aussi un texte du Rav Kook qui va dans le même sens, pas à propos des guématriotes, mais dans l'idée qui est derrière. Alors, on continue. Tout ça juste pour dire que cette tenouda, d'après le Gaon, bien entendu, c'est du roi HaKodesh, il dit que c'est une tenouda, une oscillation entre le nord et le sud. Ephraim est pour moi un chéri, c'est le 4e pasuk. Aben, Yakirli Ephraim, im yelet sha'ashuim. Et de l'ordre de la vertu de Chesed, d'accord. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici dans le pasuk, Zachor eskalken amumealo rachem arachamenu madonna. D'accord, vous avez vu? C'est-à-dire que ce qui est important dans l'esprit de ce verset, et ça, Bezrat Hashem, dans la suite du cours sur le chapitre de Yirmiyah, on le verra très fortement, c'est un chapitre qui est tout dans l'amour et dans le chesed et le rachamim de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est l'esprit général du verset, du chapitre, et on voit que ici d'abord aussi Yakir. Yakir, c'est bien traduit, c'est mon fils chéri, Yelet Sha'ashuim, enfant choyé, c'est-à-dire, c'est pour ça que la Géoula, elle vient tout doucement. Vous savez pourquoi? Vous avez sûrement compris. Parce qu'elle vient choyer. Et donc, d'ailleurs, choyer et Sha'ashuim, c'est sûrement la même chose. C'est de l'arabe qui vient de là. L'idée d'Abreu Zachor Eskerenu, le fait de s'en souvenir, c'est aussi de l'amour. C'est-à-dire qu'Alken Amou Me'ailo, c'est un souvenir qui fait que les tripes de Hakadosh Baruch Hu, ils sont émus à cause de ça. Rachem Arachamenu. Donc là, dans ce chapitre qui nous décrit énormément de choses sur l'identité Mashiach Ben Yosef, on a aussi cette idée-là, c'est que, et l'ordre de Chesed, de l'ordre de la vertu de Chesed, car Ephraim lui-même est du côté gauche, c'est-à-dire la vertu de Din, il reçoit continuellement l'influence du côté droit, l'amidat Chesed, et telle est l'intention de l'écriture quand elle dit, et on va finir là-dessus, parce que comme ça, on a fini en beauté avec la parashat, ou la parashat prochaine, en tout cas. Vaishlach Israël et Yemino, vaeshet al rosh Ephraim, ou atzaïr, vetzmolo al rosh Menaché, sikel et yadav ki Menaché abecho. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov, Avinu? Et ça, on l'avait déjà vu, mais maintenant on peut le voir encore plus profondément. C'est que Yaakov, il fait quelque chose de bizarre. Vous vous souvenez, on verra les psukim la semaine prochaine. Bezrat Hashem, tous les psukim d'ailleurs, ce sera du coup Shir Bashta Shava aussi, de ce croisement de bras. Le plus simple, ça aurait été que Yaakov dit, de quel côté tu l'as mis? Je veux mettre la main droite sur Ephraim,
Donc, mets-moi, Ephraim, de mon côté droit, qui est ton côté gauche, et je vais mettre ma main gauche sur Ménaché, et tout ça, ce serait arrangé. Or, non. Yaakov Avinu dit, je sais, Yosef, que tu m'as mis Ephraim à gauche, c'est-à-dire, et je sais que tu m'as mis Ephraim Ménaché à droite, et je ne demande pas de changer, c'est moi, Sikel, ça vient du mot Sechel. Sechel, c'est de l'intelligence. Sikel et Yadav, c'est pas qu'il a croisé les bras, c'est qu'il a agi avec la sagesse la plus profonde, il a fait ce qu'on appelle un yichud. C'est qu'il a mis la main droite sur le côté gauche pour faire un yichud entre le chesed de sa main et le din de Ephraim. Et de même, il va mettre sa main gauche, qui est le din, sur Ménaché, qui est le chesed des deux fils de Yosef. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui va expliquer toute la paracha, qui va résoudre toutes les questions que les pashtanim, les commentaires simples posent sur tout ce micmac incompréhensible entre Yosef et Yaakov Avinu dedans. Et pour nous, maintenant, c'est limpide. Puisque la mida de Mashiach ben Yosef, c'est la mida Tadin, vous vous souvenez? C'est-à-dire que la mida de... Non, Hélène, tu te souviens pas? La vertu de Yehuda, c'est le chesed, c'est le pied droit, c'est la droite, et la vertu de Yosef, c'est toujours mida Tadin. C'est pour ça que toute la Géoula, elle vient avec la vertu de la rigueur dans le sens de la loi, selon la normalité des choses. C'est-à-dire, si tu fais, il y a, si tu fais pas, il y a pas, si tu investis, tu reçois, si tu investis pas, tu reçois pas. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle la vertu de loi. C'est-à-dire, action-réaction, que les choses se font normalement. Aniv rochev al chamor, donc lentement, avec difficulté, tout ce qu'on a vu avant. Donc, Yosef, c'est toujours la gauche. C'est la vertu de gauche, pas politique. C'est le côté small des Sphirot qui est celui de Din, alors que Yehuda, c'est Chesed, David, c'est Chesed. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible de réussir une Géoula si jamais la gauche bénit la gauche. Vous comprenez? C'est-à-dire, si le début de la Géoula, elle est que du côté du Din, à ce moment-là, c'est une catastrophe. Il faut amener un petit peu d'enlever le Din, ce qu'on appelle mettre des sardines, c'est-à-dire dans le ton, c'est-à-dire pour qu'il y ait une meilleure chose, c'est-à-dire il faut amtakat adinim, il faut radoucir les dinim, et c'est ce que fait Yaakov Avinu. Il met la main droite du chesed sur Ephraim, pour que Ephraim, en tant que Bechor de Mashiach de Atralta, elle est aussi la bracha de chesed de Akadosh Baruch Hu dessus, et c'est pour ça que tout ce verset-là, c'est ça qu'il veut dire. C'est ce qu'il a déjà fait. Mais Nachem, c'est pas déjà ce qu'il a fait. C'est pas déjà ce qu'il a fait avec Rachel à la naissance de Benjamin. C'est pas le même principe. De quelle source? Ah, Benjamin. Il a fait mieux, mais c'est ton chidouche, c'est pas le mien. Non, c'est pas le mien. Je crois que c'est Manitou aussi. Bah, c'est dit que c'est Manitou, c'est encore mieux, Nafan. Mais c'est un peu logique, c'est-à-dire que si Yosef Ben Rachel est du côté gauche, alors Benjamin va être l'amtaka de Yosef. Mais il faut être mamtik de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a vu dans le texte d'avant que Yehuda Asher Etzilet Yosef. C'est-à-dire que Yehuda lui-même va agir pour adoucir Yosef. C'est-à-dire il y a Yehuda contre Yosef, il y a Yaakov qui va mettre la main sur Ephraim, et il y a, comme tu dis, Binyamin par rapport à Yosef. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas. C'est lorsqu'il change le nom de Ben Oni en Benjamin. Il passe aussi de la gauche à la droite. C'est-à-dire, il passe de Din au Chesed de la même façon, là. Il a fait et c'est autant de Géoula de Benjamin, puisque c'est autant de Géoula. Il a fait mal. Mais aussi, sans doute que Binyamin par rapport à Yosef, ce que j'ai dit, je pensais que c'est ça que tu voulais dire. Mais c'est Besséder, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait pas l'appeler Ben Oni, il a dit Oni soit qui mal y pense, donc on le met à Benjamin. Il a fait mieux, Razak Obaou. Donc, on va s'arrêter ici. Non, on va terminer la Pisca, et c'est une obligation d'en parler continuellement, comme il écrit, puisque plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui. Ça, c'est la suite du pasouk lui-même, qu'on a vu ici, Kimide d'Abribo, Zachor Eskrenu. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si tu es sioniste de salon, c'est-à-dire que tu es, que tu fais pas grand-chose, il dit, il faut parler. Midé d'Abribo. Pourquoi? Parce que plus tu en parles, plus tu réveilles les zichronot. Vous vous souvenez que c'est un passage des zichronot de Rosh Hashanah, Mama, c'est-à-dire que le dibour sur
le bien de la Géoula, de Mashiach ben Yosef, d'Ephraim, de l'amour que Akadosh Baruch Hu aime Ephraim. Et ça, on va voir que c'est le thème essentiel du pasuk du père de Yirmiyahu. C'est la déclaration d'amour que fait Akadosh Baruch Hu au Mashiach ben David, ben Yosef et Mashiach ben Ephraim. Donc nous, plus on en parle, c'est-à-dire plus on a des zichronotes, et donc plus on fait avancer les choses. Ephraim est celui qui mène la guerre contre Armiléus, et les valeurs numériques Armiléus et Ephraim sont égales. Donc vous voyez que, en fait, dans l'identité Yosef, il y a une sous-identité Ephraim, et c'est lui spécialement, puisqu'on l'a déjà vu plein de fois, que ce qui inquiétait beaucoup le Gaon de Vilna, c'était Rommel, et on avait vu, c'est-à-dire, c'est Amalek et Édom qui se battent contre nous quand on veut revenir chez nous à la maison. C'est-à-dire, donc toutes ces caractéristiques sont de la catégorie de Yosef, fils de Rachel, qui est de la terre. Alors, on a vu Yosef, fils de Rachel, c'est de la terre, et Yosef ben Yaakov, c'est du ciel, c'est de nouveau les deux choses. Et tout ce chapitre de Yirmiyahu est dédié à Rachel, et ça, on le verra la semaine prochaine. On verra avec étonnement que dans ce chapitre, on parle pas seulement de Ephraim, mais on parle aussi de Rachel Imenu. Voilà, Zéou. Est-ce que vous avez des interrogations, Oui, Annette, Yofi. Je suis content de te Non, voir. parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un en trop, il s'en allait, il allait partir ailleurs et bon, il va falloir qu'on fasse une synthèse maintenant. C'est le moment vraiment où on doit commencer à vivre ensemble. Et ça, c'est une phase tout à fait nouvelle de la Torah, parce que juste avant, c'est celui qui était en trop, il partait. D'accord, d'accord. Et on le verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que dans l'étude qu'on va faire du chapitre de Yirmiyahu, on verra qu'on va beaucoup approfondir ce qui nous concerne actuellement beaucoup, parce que dans Mashiach ben Yosef, il y a plein de choses. C'est la guerre, la puissance, la conquête, la reconstruction. Mais actuellement, la paracha qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la capacité de réunir les deux machanot. C'est-à-dire, c'est de faire l'union entre les deux machanot. Et comment on le fait? Parce que vous savez très bien que réunir des contraires, c'est pas par le fait que l'un renonce à ses identités pour permettre à l'autre d'être cholette sur lui, les relations sadomasochistes. Mais c'est au contraire qu'on trouve le vrai modus vivendi entre les deux, et pour ça, il faut beaucoup de limotora pour apprendre qu'est-ce que c'est, quel est le défi. C'est pas que nous, on va réussir. On Au moins, va retourner à la soukha. On va étudier, voilà. On va retourner à la soukha et au minime, voilà. On va y retourner là, il faut qu'on y retourne. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Yofi, merci. Encore quelqu'un? Oui, Nicole. Oui, alors, ah, pardon. Nicole, d'abord, et après Noémie. Bechavot. Oui. Non, mais il faut que tu ouvres ton micro, Nicole. Voilà, je l'ai ouvert. Ça y est, Oui, tu m'entends? pas fort. Il faut que tu parles plus devant le micro. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Je suis arrière-grand-mère. Ah, Mazal Tov. Il y a mon fils qui a eu un petit. Ah, Mazal Tov. Ben, c'est bien. C'est lié avec Yaakov Avinu qui a vu les enfants de Ephraim naître. C'est des Chazak ou Baruch. Mazal Tov, un grand Mazal Tov. Arrive demain ou après-demain. Un autre garçon qui doit arriver. Bezrat Hashem, Amen Keniratson. Tov Tiri, Nachat, Varichut Yamim. Et maintenant, on passe à Noémie. Alors, Mazal Tov. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Voilà, Mazal Tov. Alors, enfin, ce que je voulais dire, parce que, bon, je ne sais pas si j'ai raison, mais en fait, moi, l'idée qui m'a accrochée au départ, et tous les cours qu'on a eus, les explications du collator permettent de comprendre, c'est que j'avais compris ou retenu, résumé, je ne sais plus, qu'en fait, pour Machiach, il y avait eu deux méthodes, celle d'arriver au projet divin et de jouer notre rôle d'universel en travaillant sur l'intérieur, par l'intérieur, donc en étant justement parmi l'égoïme et d'essayer donc non seulement de forger notre identité, mais de jouer ce rôle j'allais dire, entre guillemets, de la bonne parole à tout le monde. Et,
Et donc, et la deuxième méthode, donc la première, c'est celle de Ben Yosef, ma chère Ben Yosef, et la deuxième, c'était celle de Ben David, ou par Yehuda, et qui serait donc, en fait, non, on n'arriverait pas comme ça. Il faut d'abord se réunir et être en Israël, et c'est par la terre d'Israël, et c'est par Israël qu'on arriverait. Donc, je dirais, toujours, j'essaye d'abréger, projet divin et jouer notre rôle. Et c'est ces deux, et dans ces deux méthodes, évidemment, on a les deux composantes, c'est-à-dire celle de forger notre identité, d'avoir toutes les règles pour pouvoir euh, avoir cette identité différente des autres, avec cette morale spécifique ou voilà. Et donc c'est cette idée-là je sais pas, me permettait de comprendre les Oui. différentes explications. Mais je sais pas finalement, d'après ce que vous avez Alors, dit au départ, ok, c'est-à-dire, j'ai bien, en fait, c'est exactement la même interrogation que Marc c'est euh, ça. et Lesmi. En fait, c'est pour ça que j'ai fait la première partie du cours. C'est que je vous préviens qu'il y a, en tout cas dans Manitou, deux démarches différentes, et tu as repris la première démarche. C'est-à-dire que dans cette démarche-là et dans les cours qu'on entend comme ça, et c'est vrai que c'est quand même contradictoire avec ce qu'on étudie dans le c'est pas le collator. C'est-à-dire, c'est Manitou, et comme j'ai dit, peut-être que c'est Manitou avant Rav Tzihouda, c'est-à-dire premier Manitou. Je suis pas sûr, mais sinon, c'est que lui, il savait comment tout lier, j'ai essayé. C'est-à-dire que c'est Manitou pour qui Yosef est en galoute et il est hors la Goïm, c'est-à-dire, et que Yehuda, c'est le sioniste qui revient en Israël et qui est identité israélienne complètement. C'est Oui, mais identité. ça pourrait être, pardon, mais ça pourrait être Yosef qui se rend donc compte que ça va à l'échec, que finalement, ce rassemblement d'exilés, c'est pour ça que je pensais que ça collait quand même, enfin, ça pouvait pas être forcément contradictoire avec le collator, c'est-à-dire en fait, c'est deux façons différentes euh, D'être hors la d'exprimer. Goïm. Oui, c'est ça. Ouais. Alors Bon, enfin, maintenant, bon, pour c'était. faire le CEDER, c'est Ouais. sûr que la vocation Yosef en galoute, c'est être hors la Goïm en étant en dehors d'Israël, c'est-à-dire Mm. en enfreignant la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle hors la loi. Mais, euh, mais, mais, quand on vient en Israël, alors là, je vais de nouveau dire au niveau, il faut dire qu'il faut être honnête. C'est-à-dire, déjà, en dehors de l'enseignement de Rav Kook, de Manitou, du Gaon de Vilna, vous avez plein d'options. Par exemple, si vous étudiez ce que dit Chabad sur Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ou dans Chassidut, je l'avais souvent aussi rappelé, c'est vraiment, ça va dans des directions complètement différentes. Le Rav Ginsburg, il a écrit un livre sur Mashiach ben Yosef, j'ai un peu regardé, c'est complètement différent. Il y a Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, Shivim panim la Torah, on apprend dans une certaine direction. Maintenant, même dans cette direction-là, je pense comme ça. Je pense que d'après le Rav Kook, Mashiach ben Yosef garde en tant que sioniste la vocation universelle. C'est ce qu'il écrit plusieurs fois, par exemple dans Rotatria, c'est que et aussi dans le Mispet, c'est-à-dire que Yehuda ou David va être beaucoup plus le côté national, c'est-à-dire l'identité spécifique, et Yosef ou El Shiken Ba'adam, c'est un passage qu'on a vu dans l'Haftarah la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, ou à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que Yosef va garder, dans la mesure où il parle le même langage que tout le monde, il va garder cette vocation universelle. Ça, c'est le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, non seulement il est sioniste, mais une fois qu'on vient, et ça, c'est des cours que j'ai souvent fait, que croire qu'on va éclairer, et ça, c'est aussi Rav Kook très fort, que croire qu'on va éclairer les nations quand on est en Khutz Laaretz, j'ai souvent répété, c'est qu'il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que quand on est en Galou, donc il n'y a aucune chance de faire du Kiddush Hashem, ce qu'on appelle le Or Lagoui. Par contre, quand on revient en Israël, il y a un Kiddush Hashem l'Éné Amim, et donc on devient Or Lagoui. C'est-à-dire, alors tout d'abord, Or Lagoïm, Startup Nation, peut-être d'autres choses, et puis ensuite le Or Eloki révélé, c'est-à-dire qu'ils vont voir vraiment le Or Hashem par ça. Et pour le Rav Kook, et pour le Rav Kook et pour le Gaon de Vilna, apparemment, c'est Mashiach ben Yosef qui reste hors la Goïm. C'est-à-dire, maintenant, il y a certains autres enseignements, et la vérité maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai hésité au niveau de Manitou,
qui disent le rôle de Ben Yosef, il est national, en tant que Mashiach en Eretz Israël, et le rôle de Ben David, il est universel. Alors, est-ce que Manitou, il lisait comme ça? Peut-être. Parce que, à un moment, il a dit à Rav Uri Cherki, que vous connaissez très bien, il a dit, maintenant, c'est fini qu'on s'occupe que de nous, le temps est arrivé pour s'occuper des nations, et c'est pour ça que depuis, Uri, il a fondé, comment ça s'appelle? L'organisation des Bnei Noach. Ouais. Quelqu'un sait sûrement comment ça s'appelle. Brit Olam. Brit Olam. Mais en fin de compte, il le dit, il a reçu presque, on pourrait dire, un ordre de Manitou. Vas-y, il faut aussi s'occuper des Goïm. Et Baruch Hashem, ça se développe, il y a de plus en plus de Bnei Noach dans le monde. C'est-à-dire, c'est le mouvement de Geulat Olam. Le mouvement de Geulat Olam, c'est que tous les Goïm, ils deviennent des Bnei Noach. Pas qu'ils deviennent juifs, ceux qui veulent devenir juifs, Bruchim Abaïm, c'est moi qui m'en occupe. Mais pour ceux qui veulent qui veulent venir des Bnei Noach, c'est Arbe Yoter Noach, il n'y a pas de doute. Pour eux, à ce moment-là, c'est Brit Olam chez Rav Cherki. Et là, il me semble, mais sans avoir de source, et j'ai entendu d'autres rabbanim qui disent que si Mashiach ben Yosef il construit le pays, qu'est-ce qui reste à Mashiach ben David? Alors, parce qu'on dit que Mashiach ben Yosef il va aussi faire tchouva à tous les juifs en Israël dans le Gan de Vina, alors qu'est-ce qui va lui rester? Il va rester la vocation que les prophètes, de toute façon, les prophètes, ils parlent d'une vocation messianique nationale et une vocation royauté. La royauté, quoi, tu parles? Nationale, oui. Mais il y a aussi La royauté. même la royauté, c'est aussi Vayer Miyam Eliam, c'est-à-dire que dans la royauté, dans Yeshaya ou du Mashiach, il est Melech du monde entier. C'est-à-dire, ça c'est dans les Midrashim. Alors quand on dit Melech, ça ne veut pas dire qu'il va être un tyran, qu'il va imposer. C'est que tout le monde va prendre, il va reconnaître Akadosh Baruch Hu, donc il va prendre comme autorité spirituelle et même éventuellement matérielle l'autorité de Ham Israël. C'est comme je dis toujours, l'ONU sera à Jérusalem au lieu d'être à New York. Tout simplement, et celui, le Yoshev Rosh, ce ne sera pas un orang-outan, mais ce sera le Melech HaMashiach Ben David Be'atzmo Virchodo qui siégera là-bas. Okay. Merci. C'est beaucoup de pendules à remettre à l'heure et aussi de savoir que non, qu'il y a pas une espèce de monolithisme dans l'enseignement qui est aussi clair, ce qui n'empêche que moi j'ai une démarche, j'aime pas les gens qui enseignent en disant un tel a dit comme ça, un tel a dit comme ça, un tel a dit comme ça, puis après vous choisissez, c'est-à-dire une espèce de démocratie ou de pluralisme d'enseignement qu'on trouve beaucoup d'Afka dans les enseignements des yeshivot. Harediot, c'est-à-dire on fait du pile-poule et on dit un tel a dit, et puis après, c'est tout, quoi. Et je pense qu'il faut avoir une ligne claire, il y a Selech Harav, il faut avoir un Rav, il faut avoir une direction, et ensuite c'est comme si tu as un tronc, et puis sur le tronc, tu as Jacques d'un côté du tronc, et puis il y a les autres, c'est-à-dire que tu accroches sur les branches toutes les autres opinions, mais tu dois avoir un cave barour, et en tout cas c'est de cette manière. Je crois que je suis obligé d'arrêter. Mais Toda Rabba pour Mamash, les questions qui ont permis de faire des vrais birurim de Torah. Et Shakoach et Bezrat Hashem, donc on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rabba. Toda Rabba. À bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.